Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur l'économie verte sur Maurice. Et merci, comme je vous expliquais, à nos intervenants qui, malgré la situation que nous rencontrons aujourd'hui, ont accepté d'assurer ce webinaire. Donc, comme l'a indiqué l'honorable Dr Amghanaden Dayeshi, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement lors de la présentation du budget 2021 en juin 2020, l'île Maurice souhaite se tourner de plus en plus vers une économie verte. Il a ainsi annoncé différentes mesures budgétaires pour assurer une transition écologique et un développement durable et inclusif. Ainsi, dans le secteur énergétique, il y a une volonté de passer de 40% d'ici 2030 à une énergie locale et renouvelable. Cette volonté de développement se retrouve dans les secteurs de l'économie bleue, la gestion des déchets, la gestion des eaux usées. D'où de nombreux projets en perspective et des projets qui sont aussi bien locaux, mais aussi régionaux. De plus, la France, via l'AFD, l'Agence française de développement, soutient la transition énergétique de l'île Maurice via des programmes de financement comme SENREF. Donc, nous aurons le plaisir d'entendre M. Thierry Le Breton de la société Dynamia, senior consultant en stratégie et performance sociale et environnementale, pour vous présenter le contexte mauricien de manière générale et en quoi il est prêt pour la sustainabilité. M. Grégory Martin, représentant de la région Réunion, présentera l'ensemble des initiatives prises sur les questions eau, énergie, déchets et terminera avec les initiatives de Business Mauritius. Monsieur Laurent Lemaître, qui va nous rejoindre, qui est président du Club Export de la région de Club Export Réunion et CEO de la société Intégral Engineering sur la Réunion et basé aussi à Maurice avec la société Canopée pour parler de son expérience en tant qu'entrepreneur et investisseur. Puis Monsieur Thierry Le Breton finira et reviendra sur les évolutions en cours au sein du monde des entreprises et de ce qui fait que la sustainability aujourd'hui dépasse ces thématiques en eau, énergie, déchets et comment cela génère de nouveaux besoins. Encore merci à vous tous de votre présence. N'hésitez pas à poser des questions via le chat ou via le système questions et réponses. Et je laisse donc maintenant la parole à M. Thierry Le Breton pour sa partie. Merci. Merci Amaury. Bonjour tout le monde. Donc, en fait, oui, nous sommes consultants donc chez Dynamia sur les stratégies de développement durable depuis une dizaine d'années. C'est une agence un peu pionnière dans l'océan Indien sur ces questions. Et d'ailleurs, nous sommes intervenus pour la CCIFM et le Club Export Réunion dès 2012 pour mettre en place les premières rencontres Maurice Réunion du développement durable. Donc, ils travaillaient déjà sur essayer de lancer cette question à l'échelle régionale pour les entrepreneurs. Deux mots quand même sur Maurice, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien quand même le pays. Nous sommes une île de 2000 km² hein, au milieu de l'océan Indien avec 1 300 000 habitants à peu près. C'est la plus forte densité d'Afrique et nous sommes une île indépendante depuis 1968 et nous dépendions autrefois de la couronne britannique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'origine française comme beaucoup peuvent le penser. Nous sommes une république depuis 1992, mais avec un régime parlementaire qui est inspiré un petit peu du système anglais, je dirais. Et c'est le Premier ministre qui est tout puissant d'une certaine manière, même si à Maurice, on a un certain respect pour les processus électoraux et les alternances démocratiques. Ce qui fait qu'on aime bien voir le pays comme plutôt politiquement stable, même si nous aspirons tous plutôt en ce moment à avoir une structure de gouvernance qui soit politiquement un peu plus transparente et plus structurée. Alors, bon, comme les îles de l'océan Indien, petites comme la Réunion, on a une histoire de colonisation et de mondialisation, donc un grand brassage culturel. Et ce qui fait que Maurice est aujourd'hui imbriqué dans de nombreux accords multilatéraux qui lui donnent des accès privilégiés à de nombreux marchés. Nous faisons partie de la SADC, du COMESA, donc ce sont des communautés de pays d'Afrique sur les marchés communs ou sur les trajectoires de développement commun. Nous sommes un pays ACP et donc nous faisons aussi bien partie de l'Organisation de la francophonie que du Commonwealth anglais. Et d'ailleurs, nous jouons beaucoup sur cette carte ainsi que sur la carte du bilinguisme anglais-français pour positionner Maurice comme une plateforme ou comme un hub financier ou de logistique entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Alors, le pays a connu une forte croissance économique à partir des années 90 et jusqu'en 2009. Mais depuis cette époque, la courbe de croissance du PIB tend à s'aplatir et ressemble un peu plus à celle des pays développés, une lente croissance. Mais par contre, nous jouons sur quelques atouts pour montrer un bel indice de développement humain à Maurice. Parce que nous avons une éducation gratuite, nous avons une santé gratuite, mais ce sont des services qui restent de qualité assez médiocre.
Et les classes moyennes, là, préfèrent les offres d'éducation et de santé qui viennent du privé. Et d'ailleurs, les marchés de l'éducation et de la santé restent très dynamiques aujourd'hui à Maurice, car on voit bien que le gouvernement ne compte pas rattraper le retard qu'il est en train de prendre dans la qualité de ses services, éducation et santé. Et puis, le taux de croissance du PIB s'essouffle parce que les industries locales ont beaucoup souffert de la disparition des frontières douanières, d'une part. Donc, l'importation a beaucoup affecté le secteur industriel. Et même les marchés export ou les industries exportatrices n'ont plus la même compétitivité que dans les années 90. Et enfin, une troisième raison aussi qui affecte le taux de croissance du PIB, c'est qu'on privilégie davantage les activités de transaction, qu'elles soient commerciales ou financières, et qui sont générateurs de marges plus faibles au final. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une balance commerciale très déséquilibrée. Mais on se voit quand même aujourd'hui comme une économie émergente, malgré tout, et depuis 5 ans, on entend beaucoup que notre pays aspire à devenir un pays à haut revenu. Alors, les politiciens annoncent cet objectif pour 2030. Pour ma part, je pense que ce n'est pas le meilleur des objectifs à poursuivre. Non pas que je ne souhaite pas à Maurice d'être un pays à haut revenu, hein, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur indicateur de développement qui nous convienne. Alors, c'est là où un peu ma partie, d'une certaine manière, c'est que si on éclaire le contexte mauricien avec une lumière un peu plus sombre, on peut le décrire comme un pays qui a épuisé un peu un cycle de croissance. Les industries qui ont fait le moteur de l'économie locale sont à bout de souffle. Il s'agit des industries du sucre et du textile, principalement, et qui sont aujourd'hui confrontées au défi de la compétitivité de la main-d'œuvre, mais aussi un défaut de main-d'œuvre, car les jeunes désertent les secteurs industriels. L'autre grand secteur, évidemment, qui pèse pour 25% dans le PIB de manière directe ou indirecte, c'est le tourisme. Et aujourd'hui, malheureusement, le resort de plage, bon, en plus du Covid, qui a été un choc traumatique terrible, mais la mode du resort de plage n'a plus le même attrait qu'autrefois, et la destination de Maurice elle-même a un peu perdu son éclat. Alors, c'est un pays qui a grandement besoin de se renouveler, mais qui semble démontrer une faible capacité à innovation. En seulement 8 ans, nous avons perdu 30 places au classement mondial du Global Innovation Index. C'est-à-dire que l'innovation industrielle reste faible avec une économie qui préfère se focaliser justement sur ces transactions commerciales. Et donc, qui recherche surtout de l'investissement direct étranger autant que possible pour pouvoir compenser tout cela. Et d'ailleurs, on a pour cela, pour les investisseurs étrangers, on a un single point of entry, d'une certaine manière, un guichet, un comptoir unique à l'entrée, qu'on appelle le Economic Development Board, donc le conseil, disons, du développement économique, et qui oriente ses stratégies justement sur les services financiers et principalement, ou sur tout ce qui relève aussi des économies durables, inclusives, évidemment aussi, on entend beaucoup parler de ça. Mais c'est aussi, malheureusement, en matière de relance économique, un comptoir qui encourage tellement le développement, l'investissement étranger, qu'il facilite d'une certaine manière les procédures administratives de différents types d'investissements dans le pays, même parfois un peu au détriment de l'environnement, donc ce qui est un peu problématique sur le moyen long terme, et on voit des investisseurs étrangers qui, passant par l'Economic Development Board, se voient très facilement allouer des projets de développement, mais qui souffrent un petit peu dans la phase de démarrage parce que justement, c'est pas mal contesté ensuite sur le terrain. Donc, tout ça parce que on veut justement compenser cette balance commerciale négative par l'investissement direct étranger à tout prix. Alors, donc voilà, c'était pour le côté économique. Et sur le côté de maintenant, sur la question de la difficulté à innover, on voit aussi qu'on a une population qui ne se renouvelle pas, qui vieillit et qui pourrait décroître de 100 000 personnes d'ici 2050. Et la jeunesse ne décline pas seulement en nombre, elle décline aussi moralement. On a un taux de chômage de 30% chez les jeunes, avec de gros problèmes de toxicomanie aussi. Et alors qu'en même temps, les secteurs primaires et secondaires, justement, qui sont désertés par les jeunes mauriciens, doivent compenser avec plus de 30 000 travailleurs étrangers et qui ont là un traitement et qui en plus bénéficient d'un traitement qui, du point de vue de la dignité humaine, pose quelques questions. On voit pas mal de documentaires sur cette question d'ailleurs. Donc, c'est dire aujourd'hui l'urgence de pouvoir redonner du sens et de la valeur au travail manuel à Maurice. Ce sera un petit peu le deuxième point de mon topo plus tard.
Alors, enfin, donc, comme je vous disais, par rapport à l'investissement direct étranger dans le pays, on se retrouve aujourd'hui avec un pays qui connaît une forte expansion urbaine, qui paradoxalement cloisonne davantage qu'elle ne rassemble. Hein. Les seuls tiers-lieux qu'on voit qui rassemblent un peu des gens pour faire un peu du lien social, ce sont les shopping centers, hein, les centres commerciaux. Et nous nous focalisons sur des infrastructures et des réseaux de transport, alors que le lien social, justement, lui, tend à disparaître d'une certaine manière. Donc, oui, les centres-villes, eux, à proprement parler, sont plutôt dégradés par un urbanisme mal planifié. Enfin, pour terminer, par la déforestation et l'artificialisation des sols, l'expansion urbaine affecte la renouvelabilité des ressources naturelles et pose la question de savoir quelle devrait être la stratégie à Maurice en matière de conversion des terres. Notre biodiversité aussi, qui est l'une des plus riches au monde, est également menacée. On fait partie des pires pays au monde en matière de menaces sur la biodiversité. Alors, donc, dernier point, c'est qu'il faut oublier qu'historiquement, Maurice s'est toujours construit face aux contraintes de la globalisation. Aujourd'hui, nous dépendons à 90% des énergies fossiles, en incluant le transport, et la fluctuation des cours du fossile affecte directement la variation de notre PIB. Le changement climatique commence déjà à nous impacter. Rien qu'au niveau des lagons, on constate une hausse du niveau de la mer de près de 4 mm par an, ce qui nécessite de faire des investissements en milliards pour lutter contre l'érosion. On peut aussi ajouter l'inscription de notre économie sur la liste noire de l'Union européenne, qui appelle plus que jamais un sursaut national en matière de bonne gouvernance. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? C'est tout simplement parce que ce sont des marchés potentiels dans une économie durable. Comme vous le savez, l'économie du développement durable ne se réduit pas à l'eau, l'énergie et le déchets, même si on va pas mal en parler. Mais toute offre de solutions, de services qui pourraient venir régler ces défis sociaux et environnementaux peuvent être prises en compte dans la question de l'économie du développement durable. Alors, si vous qui m'écoutez là, vous avez des solutions qui peuvent régler ces problèmes, on peut d'une certaine manière dire que vous avez un marché à Maurice. Mais le marché mauricien est-il prêt? Alors, ça, c'est une question qui reste encore un peu en suspens, je dois l'avouer. Mais depuis 2020, on observe un basculement très fort, non seulement à cause du Covid, mais aussi parce que nous avons vécu le cas d'un naufrage d'un bateau sur les récifs coralliens, hein, le Wakasho, et qui a causé une petite marée noire, mais qui a été un événement assez traumatique pour les Mauriciens. Alors, d'une certaine manière, on voit des manifestations se faire du coup à Maurice, qui est une chose très rare à Maurice, et qui témoigne d'une certaine angoisse quant au manque de perspectives sur l'avenir, et cette angoisse est aussi révélée par des instituts de sondage comme Kantar, et qui montre aussi que les 80% des jeunes ont une sensibilité très forte à l'écologie. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le secteur privé, les citoyens, les Mauriciens ont une grosse capacité à se mobiliser par eux-mêmes, à s'organiser, à se mettre en réseau pour pouvoir surmonter des situations avec pas mal d'adversité. Donc, on l'a vu dernièrement. Et donc, voilà un petit peu pour brosser un peu le contexte économique, et environnemental et social à Maurice aujourd'hui. En une petite dizaine de minutes. Hein. Bon, ensuite, on pourra approfondir tous ces points plus tard dans le cadre des questions-réponses, si vous le voulez. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire comme topo pour le secteur mauricien. Merci Thierry. Normalement, c'était à Grégory d'intervenir, mais… Il est toujours là? Mais non, je ne sais pas pourquoi il a quitté, on s'en excuse. Il nous excuse un petit instant. Alors, attends, je vois. Alors voilà. Désolé, j'ai cliqué sur le module questions et réponses et ça a sauté. C'est mon tour? C'est ça? Oui, c'est ton tour. Parfait, moment. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette opportunité, cette belle opportunité que la CCIFM nous adresse. Et je salue le président du Club Export, Laurent Lemaître, qui est parmi nous. Le rôle de l'antenne de la région Réunion à Maurice, il est simple. Il est celui d'accompagner le développement des relations économiques entre nos deux îles, entre Maurice et la Réunion, entre la Réunion et Maurice. Donc, on accompagne à la fois les investisseurs réunionnais sur le territoire mauricien, avec justement une connaissance du milieu, une connaissance du marché, et également on fluidifie les échanges économiques de Maurice vers la Réunion. Sur le sujet, pour entrer dans le vif du sujet, en quoi Maurice est une économie verte, en quoi Maurice est favorable. Alors,
moi, je suis à ce poste depuis à peu près 6 ans. Et c'est vrai que chaque année, le spectre du développement d'une économie verte, développement durable, revient. Et on en a vu des vertes et des pas mûres. On a eu un beau modèle en 2012 qui était le Maurice Île Durable, qui avait réussi à mettre en place toute une consultation collaborative de l'ensemble des acteurs de la société, publique, privée, société civile, sur un roadmap, en fait, un véritable développement, un véritable projet de société sur le développement durable. Malheureusement, la politique est passée par là et le Maurice Île Durable est tombé. C'est pas grave. On a vu alors l'émergence de l'économie autour de la transition énergétique, et c'est quelque chose sur lequel la France et notamment la Réunion a beaucoup appuyé avec la mobilisation d'experts, d'expertise. Je pense à l'ADEME que vous devez également connaître, EDF. On avait signé un accord en 2011 et ça nous a permis d'avoir sur le territoire mauricien des relais qui aujourd'hui, sur Maurice en tout cas, en partenariat avec les entreprises mauriciennes, la France a à peu près 70 à 80% des parts de marché sur les centrales photovoltaïques, éoliens et sur l'efficacité énergétique. La transition énergétique à Maurice, elle est compliquée. Elle est balbutiante, compliquée, mais il y a aussi beaucoup de perspectives. Je m'explique. On a vu apparaître en 2012 le développement des énergies renouvelables, notamment du photovoltaïque, avec un tarif de rachat. Ça a littéralement explosé, mais on a tout de suite vu un CEB, donc un gestionnaire du réseau, qui est équivalent d'EDF, qui a voulu maîtriser la démocratisation des énergies renouvelables. Donc, on a vu des blocages administratifs, on a même vu des taxes apparaître. Il faut savoir que jusqu'à il y a encore un an, des entreprises qui mettaient les centrales photovoltaïques sur leur toiture taxées. Donc pour chaque mégawatt, c'était 5 000 € de taxes par mois. Et c'était typiquement, au début, leur excuse c'était pour les problèmes techniques, mais au final, c'était typiquement sur leur business model. Le réseau électrique est bon. On a à peu près 730 mégawatts installés, 99% de l'île est électrifiée, très peu de coupures. Le réseau a été rehaussé de façon continue avec les Nations Unies, mais également grâce au soutien de la France, EDF est intervenu. Et l'objectif demande d'avoir rehaussé ce réseau, c'était de permettre d'accepter plus d'énergie intermittente ou d'énergie nouvelle. Aujourd'hui, Maurice, en énergie renouvelable, sur son mix électrique, c'est à peu près 22%. On n'a fait que 2% en 4 ans. Sachant que Maurice s'est engagé à faire, lors de la COP21, à arriver à 35% d'énergie renouvelable sur son mix électrique. Donc, je vous laisse imaginer, en 4 ans, comment est-ce que le pays va pouvoir arriver à installer plus de 15% d'énergie renouvelable sur son mix électrique. Par rapport à cela, il y a deux choses. Sur la production électrique, on est 60% de production à partir des IPP. Donc, ce sont des centrales, je m'excuse pour le bruit à l'arrière, ce sont des centrales mix charbon-bagasse. Et 40%, ce sont les centrales qui appartiennent au CEB, donc le gestionnaire du réseau, et qui sont principalement de l'huile lourde et du diesel. On est, on va dire, à la révolution d'une certaine transition énergétique, parce qu'on a le secteur privé qui pousse énormément pour déployer plus d'énergie renouvelable, et ils ne sont pas en train de demander d'avoir des aides, parce qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité est tellement élevé à Maurice que une centrale photovoltaïque installée en autoconsommation permet un retour sur investissement au bout de 5 ans. On est sur à peu près entre 50 et 70 roupies, excusez-moi, je ne vais pas aller en euros, mais entre 50 et 70 roupies le watt-crête installé. Et on a pu voir donc sur le territoire l'émergence d'à peu près 8 petites entreprises qui font de l'installation pour les particuliers. On a environ 4000 centrales photovoltaïques qui font des puissances entre 1 kg et 5 kW crête. Et on a vu surtout l'émergence de grosses centrales qui vont de 2 à 15 mégawatts crête, et majoritairement par des opérateurs tels que Akuo, Quadrant, Green-Yellow, et on a aussi Correct Solar de la Réunion, et une ou deux centrales gérées par des Indiens et Indiens récemment et Américains. Mais au moment où je vous parle, je ne peux pas, moi, en tant que particulier, installer de centrale photovoltaïque sur ma toiture. Un hôtel ne peut pas déployer une centrale photovoltaïque sur sa toiture. Donc, ça vous montre qu'aujourd'hui, tout le marché du développement des énergies renouvelables est quand même encore assez maîtrisé
par le CEB et c'est connu, en fait, ce n'est pas secret de polichinelle. Il y a eu quand même un long combat mené d'ailleurs par BS Mauritius, par le secteur privé mauricien qui appelait à une véritable libéralisation pour une démocratisation des énergies renouvelables. Maurice a raté, pour le moment, Maurice a raté le virage parce que ça fait 8 ans littéralement que cette petite guéguerre, il fallait renouveler les lois, les City Act, le CB Act, qui sont un peu vieillissants. Mais on a eu des gestes assez intéressants de la part de l'ancien ministre de l'Énergie avec un roadmap 2030 qui fait justement la part belle au développement des énergies renouvelables avec en 40% pour 2030. Et dans cette roadmap, on est sur des capacités à installer pour 2025, notamment à peu près 150 à 200 mégawatts de centrales photovoltaïques, d'éolien et d'autres technologies. Bon, aujourd'hui, sur le Maurice, c'est plutôt du photovoltaïque et de l'éolien qui priment de par les prix et puis la technologie. Et ça, ce sera quand même en 4 ans. Donc, maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils vont faciliter le développement de ces 150 à 200 mégawatts? Est-ce que ça va être de très grosses centrales diffuses au sol ou des petites centrales et je pense que ce sera couplé. Mais on a eu une sacrée surprise, c'est que le ministre de l'Énergie est tombé en juin dernier et aujourd'hui, ils sont en train de revoir encore une fois cette roadmap, donc cette feuille de route sur la transition énergétique. Donc, voyons qu'est-ce qui va être mis en place. Il faut savoir qu'on a quand même des institutions qui ont vu le jour, des institutions comme Marena, qui est l'organisme en charge de la promotion des énergies renouvelables. Ils se sont rendus compte que le régulateur, il en fallait un, comme nous, on a la CRE à La Réunion, en France, pardon, et La Réunion. Et ça, c'est quelque chose que la France, et notamment l'AFD, appuie beaucoup. Donc, on a un partenariat avec la CRE et l'URA, l'Utility Regulatory Authority, qui va permettre on va dire, de lever un peu ces barrières administratives pour avoir plus de déploiement d'énergie renouvelable. Ce que je voulais vous passer comme message également, en ce moment, il y a des décisions politiques fortes qui doivent être prises au niveau de la bagasse, parce que la bagasse, la biomasse représente à peu près 16% d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Et comme vous le savez, le secteur cannier fait des pertes tous les jours. Les usiniers perdent quasiment 200 € sur chaque tonne de sucre et on commence à avoir un abandon non seulement des terres, mais aussi un désengagement des usiniers qui ne trouvent plus leur compte. Donc, si le secteur canne tombe à Maurice, c'est le secteur énergétique qui fait 3 pas en arrière. Parce que plus de canne, plus de biomasse, plus de bagasse, donc du coup, moins de bagasse dans le mix électrique et Maurice fera 3 pas en arrière. À nouveau, la France et l'AFD soutiennent tout un roadmap, tout une feuille de route autour de la bioélectricité, mais qui permettra d'assainir un peu de cette filière et de soutenir encore le mix électrique. Maintenant, on n'a pas encore de réponse par rapport aux positions qui doivent être prises par le gouvernement. Pour terminer sur l'énergie, et je salue encore Laurent Lemaître qui partagera son expertise, on a aussi démarré, nous, avec La Réunion, une coopération autour de la construction durable, parce qu'aujourd'hui, sur Maurice, on est sur des hérésies thermiques, toiture béton, on bétonise au maximum, avec très peu de prise en considération de la nature. On n'a jamais autant battu d'arbres. Je pense que Thierry a dû vous le dire. Mais on voit alors, c'est assez spécial parce qu'on voit à la fois le souhait d'un gouvernement qui veut développer un pays, qui commence à se rendre compte qu'il faudrait s'intéresser à la nature, et on a un secteur privé qui, eux, on va dire, porte énormément la transition écologique. Donc à Maurice, la transition écologique, elle est véritablement portée par le secteur privé, et les smart cities qui commencent à apparaître sont justement de plus en plus orientés avec de la construction durable, avec de bonnes pratiques de construction. Ça, c'est pour la transition énergétique. Le sujet sur lequel on est très fortement positionné également sur Maurice, c'est l'agriculture durable. Donc, Maurice est un gros utilisateur et consommateur de produits phytosanitaires. On est en appui en ce moment avec La Réunion, justement, la structuration d'écoles agricoles pour permettre de reprendre, de se réapproprier des pratiques agricoles beaucoup plus vertueuses. On a à la fois un programme d'agriculture raisonnée, parce que toute la question, c'est de manager les transitions. On ne peut pas passer du jour au lendemain sur de l'agroécologie, mais en parallèle, on appuie de la formation en agroécologie. Et pourquoi je ne pas? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des métiers aujourd'hui sur le territoire qui sont recherchés, des agronomes, des personnes qui ont la capacité de produire de façon
plus juste et plus durable. Et surtout, Maurice, c'est quand même énormément de terres abandonnées. Et nous, on essaie de voir avec La Réunion si on peut pas avoir quelques aventures agricoles. D'ailleurs, il y en a une ou deux qui sont des success stories. Donc, se rapproprier les pratiques agricoles sur le territoire mauricien pour répondre à une demande. Parce que, comme Thierry l'a dit, Maurice a véritablement monté. Sans regarder le PIB, mais le niveau de vie a véritablement monté. Et aujourd'hui, les consommateurs s'intéressent énormément à la qualité des produits qu'ils mangent. On a vu apparaître sur ces 6 derniers mois, par exemple, dans la vallée de Farnay du groupe Ciel, tout un cluster autour de la bioéconomie et de l'agriculture durable, où en fait ces terres sont dans le sud de l'île, encore préservées, très préservées, sans agriculture depuis une dizaine d'années. Et on voit des startups, ils ont réussi à attirer des entreprises internationales qui vont à la fois cultiver pour la production locale en consommation, mais également pour récupérer des molécules et réintégrer dans tout ce qui va être de la chimie verte, des cosmétiques naturels. Donc on voit Maurice commence à se positionner, c'est très fortement poussé par le secteur privé. On voit d'ailleurs, c'est intéressant, Maurice est un pays qui n'a pas forcément de moyens, mais on voit de plus en plus de programmes de soutien, de subventions, de dons de la part notamment du MRIC, qui est le Mauritius Innovation Council, et qui va mettre jusqu'à 100 000 ou 200 000 euros de dons, de subventions sur tout ce qui est produit innovant. Donc demain, vous établissez toute une production autour de la bioéconomie, ou comment par exemple travailler sur l'aloe vera et réintégrer cette matière première dans de la production cosmétique. Le MRIC peut soutenir une partie de votre démarche. Sur l'agriculture durable, notre objectif, c'est de rehausser les productions agricoles, faire en sorte que Maurice et La Réunion commencent à avoir une approche commune sur les rotations de culture et idéalement pouvoir échanger des productions agricoles à moyen terme. Ça, c'est l'agriculture durable. Sur l'économie circulaire, et ça, c'est un sujet qui est très, très intéressant parce que c'est un sujet sur lequel on est fortement positionné depuis maintenant 4 ans. Il faut savoir qu'à Maurice, on a quasiment 1400 tonnes de déchets par jour qui sont produits. 1400 tonnes de déchets par jour, ça représente 365 000 tonnes, un peu plus de 365 000 tonnes par an, même beaucoup plus, pardon. Et on est par contre sur un système d'enfouissement à 100%. C'est-à-dire qu'on ne baigne pas trop dans nos déchets. Par contre, l'ensemble de la production des déchets, l'ensemble des déchets sont gérés sur un enfouissement à Marchicose. Marchicose arrive à saturation cette année, et l'année prochaine, on verra une verticalisation. Cependant, le ministre fraîchement élu en novembre 2019, monsieur Kaviramano, excusez-moi une minute. Monsieur Kaviramano est fortement positionné pour l'économie circulaire. Il a mis de côté un projet de waste to energy, un projet incinérateur qui empêchait littéralement la structuration de toute l'économie circulaire, de tout ce qui était recyclage, parce qu'on ne pouvait pas à la fois avoir 20 MW d'incinérateurs et à la fois du tri à la source. Et donc, ils ont pris le pari d'avancer sur l'économie circulaire. On l'a emmené à La Réunion en janvier dernier et il a pu visiter les déchetteries. Il s'est rendu compte que sur Maurice, on doit développer les déchetteries. Et l'AFD appuie toute la stratégie déchets actuellement pour permettre à Maurice, dans les prochains mois, de structurer toute une filière de tri à la source, de compost. Et on verra, je pense, d'ici l'année prochaine, un centre de tri et un centre de compost. Donc ça, c'est intéressant pour vous qui êtes dans le milieu d'avoir un œil sur ces marchés. Ça passera par les appels d'offres et Maurice aime beaucoup les PPP, donc des partenariats publics-privés. En parallèle, nous, au niveau de la région Réunion, on appuie la structuration de la filière REP pour permettre justement d'avoir le même modèle qu'on a en Europe, c'est-à-dire que ce produit qui arrive sur le territoire ou qui est produit à Maurice, c'est le producteur et l'utilisateur, le consommateur qui est responsable de certains de vie. Et c'est un modèle qui va atterrir cette année et qui permettra justement de structurer toute cette économie circulaire. En ce moment, on a un appel d'offres sur la gestion des déchets, des pneumatiques.
On a eu un appel d'offres sur les véhicules de fin de vie. C'est le début. Maurice n'a pas encore une vraie feuille de route sur qu'est-ce que l'économie circulaire, comment la développer, quelles sont les prochaines étapes, mais au moins on voit une véritable volonté qu'il n'y avait pas ces dernières années. Sur ces 10 dernières années, c'était véritablement cloisonné. On a vu quand même des structures voir le jour à Maurice. Je pense à la société BEM, qui est une petite usine de recyclage de déchets électroniques que la SACFM a visité récemment. On a, nous, des discussions avec ces industriels mauriciens pour avoir une complémentarité, parce qu'aujourd'hui, sur nos îles, on n'arrivera pas à avoir chacun nos propres solutions industrielles de recyclage, d'où travailler sur la mutualisation. Voilà sur l'économie circulaire. Il faut savoir que quand même le ministre, son cheval de bataille, c'est la pollution plastique, et il n'a pas hésité à mettre en place des lois sur le plastique à usage unique. Donc, on a des plastiques qui sont désormais bannis. Donc, tout ce qui est paille, tout ce qui est fourchette, couvert, c'est très bien. Et il va même un peu plus loin, parce que Maurice produit quasiment 150 millions de bouteilles en PET par an. Il a décidé l'année prochaine de bannir les bouteilles PET en dessous de 50 centilitres. Et ils sont en train d'avancer sur également tout un système de consignes. Mais tout ce temps-là, l'économie circulaire, le recyclage n'était absolument pas porté par le secteur public. C'était beaucoup du fait du secteur privé, notamment des ONG. Une ONG qui s'appelle Mission Verte, qui a pu récupérer et recycler des centaines de milliers de bouteilles et d'autres plastiques. On a la chance comme d'avoir quelques industriels à Maurice qui ont en interne des lignes de recyclage, mais ils ne sont pas encore structurés pour créer toute la filière. Mais il y a une demande grandissante de la part de la population, parce que au-delà, bien sûr, de l'intérêt de la population, Maurice, notamment même au niveau du secteur public, ils se sont rendus compte que le fait d'avoir une destination, bien sûr, les plages, les eaux turquoises, le fait d'avoir une destination qui est également très sale, et ça, c'est ce qui est remonté de la part de 10% des visiteurs touristiques en 2019, ça impacte énormément leur image. Donc, en 2015, on était 1% des visiteurs, des touristes étrangers qui quittaient la destination Maurice en disant que le pays était un peu sale. Entre 2015 et 2018 ou 2019, on est passé à 10%. Et ça a fortement un impact sur l'image de la destination. Voilà pour terminer ce que je voulais vous dire. Donc, en réalité, il y a cette volonté, c'est annoncé depuis des années, chaque année, c'est repris, on met des budgets, mais c'est très compliqué à voir atterrir toute une transition écologique sur le territoire. Le secteur privé s'est rendu compte qu'il ne peut pas attendre le secteur public, et ça, c'est très bien. On a vu Business Mauritius, qui représente l'ensemble du secteur privé mauricien, ils sont très bien structurés, de déployer un pacte signature. Ça veut dire qu'en gros, ils ont mis en place des guidelines, ils appuient, ils accompagnent, et d'ailleurs, ils ont le soutien à la fois de la France et d'autres partenaires comme le PNUD. Et on voit donc des grands groupes, des grands conglomérats comme IBL, comme Ciel, développer justement, réaligner un peu leur business model avec surtout sur tout ce qui est la sustainability, tout ce qui est développement durable, avec par exemple Ciel qui annonce sortir des énergies fossiles en 2030. Donc, le secteur privé pousse. On a un peu de frein du secteur public. C'était le cas avec justement des lois un petit peu vieillissantes qu'il fallait remettre à jour, des institutions qui manquaient un peu de compétences. Mais là-dessus, nous, au niveau de la France, La Réunion, on appuie justement sur ces institutions pour qu'ils puissent grandir et pouvoir être complètement autonomes. Et en tout cas, le message qu'on a passé, nous, ces derniers mois, même ces 2 dernières années, c'est de dire à Maurice, signons un Green Deal entre Maurice et La Réunion, parce que nous avons la capacité entre Maurice et son territoire, qui peut être un véritable laboratoire. Nous, ce qu'on a pu prendre comme décision sur ces 15 dernières années, que ce soit sur la construction bioclimatique, sur la transition énergétique, sur l'économie circulaire, etc., on peut les accompagner et travailler de façon gagnant-gagnant, en mettant en place des filières, des marchés, faire en sorte que nos entreprises françaises, réunionnaises, puissent se déployer sur le territoire mauricien. Pour le moment, si vous me dites, est-ce que je peux venir, j'ai une entreprise d'énergie renouvelable, est-ce que je peux venir installer? Je vous dirais qu'il y a, c'est bien de venir voir. Pour le moment, le marché est encore très flou et très compliqué.
Par contre, si vous êtes une entreprise qui a plus de compétences dans tout ce qui est de l'économie circulaire, du recyclage, avec des solutions, on va vous inviter à venir. Bien sûr, il y a eu des mauvaises expériences. La dernière en date, c'est celle de Veolia qui a dû repartir très rapidement avec justement pourtant une belle usine de retraitement des eaux et des hydrocarbures. Il y a un fort lobby parfois de populations civiles quand ils ne comprennent pas. C'est comme ça qu'ils ont quand même pu faire tomber 3 gros projets qui n'allaient pas forcément dans la transition énergétique. Je pense à la centrale à charbon, mais également l'incinérateur. Il suffit juste de s'appuyer sur des réseaux comme la CCIFM, l'ambassade de France ou la région Réunion et le Club Export pour qu'on puisse vous donner un peu les codes et faciliter vos rencontres. Voilà, j'étais assez long, mais j'espère que c'était assez clair sur l'ensemble des sujets. Merci Grégory. Pour moi, c'était très clair. Je passe maintenant la parole à Monsieur Laurent Lemaître, donc président du Club Export Réunion et en même temps CEO de Intégral Ingénierie à La Réunion et de Canopée sur Maurice. Laurent. Oui, bonjour. Excusez-moi du retard au début. Moi, je ne sais même plus quoi dire derrière Grégory, tellement il a tout décrit là. Alors, je vais essayer d'être rapide. Je suis président effectivement du Club Export Réunion, qui est une association loi 1901 basée à La Réunion, dont l'objet c'est d'aider les entreprises réunionnaises à partir à l'export. Voilà, c'est suivant les années entre 80 et 100 membres, 120 membres. Et donc, avant le Covid, bien sûr, on organisait des déplacements dans toute la zone et on travaille beaucoup, notamment avec la CCIFM et bien sûr la région Réunion, sur Maurice, où on a une personne qui est basée en permanence sur Maurice. Alors, en ce moment, elle n'y est pas, mais on va dire c'est quelque chose qui va se renouveler très bientôt. Ma deuxième expérience qui est plus lucrative pour moi, c'est mon bureau d'études. Je dirige un bureau d'études d'ingénierie bâtiment qui est basé à La Réunion, qui s'appelle Intégral, et on est une quarantaine de personnes à La Réunion, une société on est 4 associés, qu'on a créée en 2004. Moi, enfant, j'ai vécu à l'île Maurice, et j'avais un attachement personnel pour cette île. Et dès que je suis arrivé à La Réunion, j'ai voulu rapidement créer un bureau d'études à l'île Maurice. Et donc, j'y suis allé plusieurs fois. C'était avant d'être au Club Export, d'ailleurs. Et j'ai fait plusieurs allers-retours. Et j'ai créé, avec mes associés, on a créé un bureau d'études qui s'appelle Canopée qui fait la même chose que nous. Hein. C'est de l'ingénierie, de la conception de bâtiments, tout type de bâtiments. Où aujourd'hui, on a une équipe de 8 personnes sur place qui ne travaille que sur des projets mauriciens et qui est d'ailleurs entièrement dédié au fonctionnement de nos salariés à Maurice. Je vais plutôt intervenir aujourd'hui. Je pense que les sujets ont bien été abordés sur la coopération régionale là dernièrement avec Grégory. Je pense qu'on est bien d'accord où ces 2 îles qui ont énormément de points en commun et notamment sur les difficultés. Hein. Être une île, ça exacerbe tout de suite les complexités en termes d'environnement, de déchets, d'énergie. Voilà, je pense qu'il y a énormément de points de coopération à avoir. Donc, si vous voulez, on en parlera un petit peu après. Je vais juste vous parler de mon expérience professionnelle sur l'île Maurice. Il faut bien comprendre que lorsqu'on vient s'implanter à l'île Maurice, on est dans un État souverain et donc on n'est pas en tant que Français avec des lois françaises. C'est-à-dire que bien sûr, on doit respecter les lois du pays et les contraintes de lobby ou d'acceptation de fonctionnement propre au pays. Moi, dans mon domaine, qui est l'ingénierie, il y a un ordre des ingénieurs, hein, ce qui n'existe pas, notamment dans le système français, dans lequel je dois être inscrit à l'ordre des ingénieurs. Alors, ce qui m'a personnellement causé un problème au début, puisque j'avais demandé une inscription à cet ordre, on a mis 1 an et demi à me donner d'abord une réponse négative. Autant vous dire qu'à titre personnel, après quelques années d'expérience, ça a touché mon ego. Et puis, on trouve des solutions pour contourner
un petit peu, et on comprend bien qu'il faut inscrire des salariés mauriciens à l'ordre des ingénieurs mauriciens. Et puis, donc aujourd'hui, pour tout vous dire sur la société qu'on a à Maurice, on a une associée mauricienne qui est inscrite à l'ordre des ingénieurs mauriciens, et tous nos salariés sont inscrits à l'ordre des ingénieurs mauriciens d'ailleurs, pour pouvoir exercer notre activité. Après, il est clair qu'en tant qu'entreprise avec des capitaux majoritairement étrangers, ce que ma société est, on ne nous aide pas au quotidien sur, comment dirais-je, une transparence sur notre fonctionnement. On exige une transparence sur nos marchés, où moi je suis obligé de communiquer tous mes marchés avec toutes mes marges éventuellement à un organisme qui étudie chacun de mes contrats, ce qui n'est pas exigé des entreprises à capitaux majoritairement mauriciens. Donc, moi, je suis un entrepreneur. Mon objectif, c'est de faire fonctionner mon entreprise et normalement essayer de gagner de l'argent. C'est une société qui aujourd'hui est de droit mauricien, qui fonctionne que sur Maurice, sur lequel moi, personnellement, je n'en tire pas de revenus, puisque ma stratégie à l'échelle de l'océan Indien, c'est d'avoir des entités un petit peu dans la zone pour aller attaquer, entre guillemets, un marché africain. J'ai aussi une société, j'ai oublié de vous dire, à Madagascar, une agence à Mayotte, et puis ça fait quelques années où nous on est en prospection forte sur l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Est, c'est des implantations anglophones. Donc nous, notre but, c'est de créer un espèce de réseau dans l'océan Indien pour aller sur des marchés africains. Donc c'est sûr que c'est une complexité, c'est pas simple de travailler sur l'île Maurice. Quand on veut s'y implanter, il faut en être conscient. Il faut, pour moi, bien s'entourer de juristes. On est comment dirais-je, on n'est pas sur un territoire français, donc il faut se faire entourer de juristes, se faire entourer de gens qui viennent vous conseiller, vous assister. Il y a du lobby à faire aussi. Et je pense que des gens comme Grégory aussi peuvent effectivement apporter un soutien fort pour les entreprises françaises qui peuvent des fois avoir des difficultés. Bon, tout ça n'est pas pour noircir le tableau, mais en tout cas, venir travailler à Maurice, il faut en être conscient en tant qu'entreprise française. Voilà, ça c'était pour vous parler un petit peu de mon expérience. Après, sur la partie économie verte et sur le durable, si vous voulez, moi en tant qu'ingénieur bâtiment, à La Réunion, on a développé un savoir-faire sur la partie construction durable qui est très important. Aujourd'hui, les constructions qui se font sur La Réunion, on a des normes françaises qui ont été appliquées, mais qui sont adaptées à des contraintes locales. Et le type de construction qu'on fait, notamment sur La Réunion, est un exemple dans toute la zone océan Indien. Et il est vrai que lorsque nous, on s'est implanté avec différents bureaux d'études, différents architectes sur l'île Maurice, nous avons des clients qui sont venus nous voir pour avoir l'expertise sur la construction bioclimatique, donc adaptée au climat tropical. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des grands groupes privés, comme disait Grégory, qui sont Médine, qui sont Ambalaba. J'ai vu qu'il y a M. Bouygues qui est parmi nous. On travaille avec ENL, on travaille avec IBL, on travaille avec la compagnie de Beauvallon. Voilà. Aujourd'hui, nous, on apporte une expertise sur la typologie notamment des logements, parce que quand on parle de Smart City, c'est principalement orienté sur les logements, mais aussi sur l'expertise technique, sur le respect des normes européennes voilà, de construction, sur l'hospitalier. Voilà, il y a plusieurs projets qui sont en cours sur Maurice. Là, il est clair qu'il y a eu quand même un frein avec le Covid, et donc je pense qu'on va voir un petit peu ce que ça va donner dans les prochaines années. Quand même, quelques inquiétudes quand même professionnellement sur l'économie dans les prochains mois et années là sur Maurice. Nous, on a développé sur La Réunion une autre spécialité qui est la maîtrise de l'énergie et la maîtrise de la conception d'industrie. Encore une fois, on est dans la notion durable. On avait travaillé il y a quelques années pour
pour le PN2E, qui est un programme d'efficacité énergétique qui avait été développé sur l'île Maurice qui avait plusieurs secteurs, hein, un secteur hospitalier, un secteur industriel, le secteur des centres commerciaux. Donc, nous, on avait gagné une étude dans le cadre du PN2E où on allait réfléchir sur améliorer l'efficacité énergétique de certains bâtiments, ce qui nous a donné aussi un certain savoir-faire sur ce qui pouvait se faire sur l'île Maurice. C'est vrai qu'encore une fois, à La Réunion, on a aussi un développement de centres commerciaux qui est très important et ce qui, du coup, nous donne une expertise aussi sur la gestion de l'énergie de ces centres. Et ce qui se passe aujourd'hui aussi avec le plan de relance et depuis quelques années, une réflexion sur la résilience de l'industrie dans nos îles. C'est des idées de réflexion qui se font un peu partout sur toutes les îles de l'océan Indien. L'industrie est un des secteurs les plus ciblés un peu partout. La France investit massivement pour essayer de rendre un peu plus résilientes nos industries. Et je pense que l'île Maurice aussi va avoir un gros travail sur l'industrie qui est à venir. Alors, quand on parle d'industrie, c'est bien sûr l'amélioration des process, puisqu'on va essayer d'obtenir on va dire un peu plus de qualitatif sur les normes européennes ou internationales. Et puis, bien sûr, tout ce qui est énergie. Donc, nous, on a développé une maîtrise sur le process industriel au sens large. Donc, nous, on gère tout le process dans les industries et on apporte une réflexion sur l'efficacité énergétique de ces bâtiments. Voilà, ça c'était pour vous présenter un petit peu moi ce que je fais sur l'île Maurice, c'est un petit peu un retour d'expérience de ce qui s'était passé depuis ces 6 ans d'implantation sur Maurice. Pour vous dire aussi que je pense que il y a une grosse réflexion en cours, notamment actuellement à La Réunion, sur effectivement la gestion de problématiques de gestion des déchets. Il y a des usines de recyclage qui sont en cours d'études et qui vont donc se développer dans les prochaines années. Il y a d'énormes discussions qui se passent dans tout l'océan Indien et qui sont pour moi indispensables. Tout à l'heure, Grégory parlait de l'interdiction d'une partie des PET sur Maurice. Je pense qu'il y a des stratégies, politiques à mettre en place sur nos îles, tout simplement pour limiter déjà l'apparition de ces déchets. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on importe énormément sur toutes nos îles et on importe beaucoup de déchets, parce que beaucoup des produits qu'on vient importer deviennent du déchet, qui ne sont pas fabriqués dans nos îles, il faut bien en prendre conscience, et qui par contre sont traités dans nos îles. Donc, ce qui pose un gros souci quand même. Donc, il y a forcément à un moment une prise de décision politique sur qu'est-ce qu'on veut pour la gestion de nos déchets. Voilà, donc ça c'est un gros sujet, je pense, de coopération qui doit se faire entre nos îles et dans lequel moi, à titre d'ingénieur, forcément, je participerai. Voilà, c'était un petit peu mon retour d'expérience. Merci Laurent pour ce retour d'expérience et pour ces informations. C'est vrai on est sur des îles et que beaucoup de projets aujourd'hui se font en coopération avec les différentes îles de la région. Et que c'est important de le souligner. Thierry, pour la dernière partie. Oui, c'est simplement pour pouvoir rassembler un petit peu tout ce qui a déjà été mentionné et qui, je pense, résume plutôt fidèlement la situation à Maurice, avec tout ce qui a été mentionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un pays qui a une économie jeune et ambitieuse, si on peut dire ça comme ça, mais qui a besoin de trouver des relais de croissance qui ont un petit peu disparu dans tous ces secteurs industriels. Et aujourd'hui, évidemment, on parle réellement dans la sphère économique de plus en plus de la question de la durabilité, du développement durable, qui était un terme, qui était un enjeu qui n'était absolument pas considéré dans la sphère économique, vraiment, il y a encore 50 ans. Donc, d'une certaine manière, on en parlait un petit peu du bout des lèvres, mais ce n'était pas du tout compris comme un enjeu stratégique. Alors qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, toutes les parties prenantes, étatiques ou du secteur privé, ou même de la population, commencent à avoir une réelle conscience de la chose, mais ils se rendent compte que tout est encore à faire. Mais aussi en même temps, comme on a entendu aussi bien de part de Laurent et de Grégory, c'est que la complexité d'une certaine manière juridico-administrative du pays ne rend pas facile du point de vue des gros investisseurs étrangers l'arrivée d'une offre, d'une solution unique, très forte, très grosse à l'échelle nationale sur des questions de eau, énergie, déchets,
Là, en tout cas, à très court terme, ce n'est pas très simple de positionner ce type de gros équipements, si on peut dire. En revanche, pour les équipements plus légers, plus agiles, plus adaptés à des sites de production ou à des sites de traitement très locaux, que ce soit sur les questions eau, énergie, déchets, il y a certainement des choses, des solutions. Il y a de l'espace, il y a un marché qui se crée. Sur le secteur de l'eau, notamment, c'est déjà très concurrentiel, hein, Maurice. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui offrent des solutions de traitement à l'échelle des entreprises et des sites. Donc, le marché localement est assez actif. Et pour ce qui est de vendre, on le voit aussi, comme mentionné Laurent, que s'implanter à Maurice, ce n'est pas toujours si simple. Et parfois, on peut aussi penser à de l'import-export. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez vendre depuis là où vous êtes, que vous soyez à La Réunion, en France ou ailleurs. Vous pouvez aussi, si c'est de l'équipement, vendre depuis votre pays à Maurice sans nécessairement avoir une antenne localement. Ou alors, beaucoup des grandes solutions, on dirait par exemple, sur la question de l'eau, par exemple, les grands groupes internationaux qui opèrent dessus et qui vendent des solutions techniques ou chimiques, en général, ils ont tous plus ou moins un représentant local qui représente ces grands groupes, aussi pour de l'énergie d'ailleurs. Donc, ça aussi, c'était des trucs un peu à prendre en compte. Donc voilà pour le côté vente de solutions aux énergies déchets. Mais aussi, comme on le voit apparaître, c'est que tous les secteurs industriels ont aujourd'hui besoin de se renouveler, de se repenser pour pouvoir, d'une part, lutter contre tout ce qui relève du commerce international, de l'import, justement, qui est très polluant en plus que cet import, comme mentionné Laurent. Donc, le tissu industriel a besoin de se réinventer, de se renouveler, quelles que soient les industries d'ailleurs. Et ils ont bien perçu aujourd'hui l'opportunité de la question de la durabilité pour le faire. Alors, donc, c'est peut-être plutôt sur les offres de services de solutions, d'équipements ou de quoi que ce soit d'ailleurs, qui peuvent aider à la restructuration des filières industrielles dans une perspective de développement durable qui peuvent être pertinentes aujourd'hui. Parce que d'une certaine manière, cette restructuration des filières ne repose pas uniquement sur le fait que telle ou telle industrie se dote de photovoltaïque ou de stations de traitement d'effluents. C'est vraiment repenser les métiers, repenser les process, repenser les contenus de l'offre, qui est importante aujourd'hui pour l'ensemble du tissu économique mauricien. Et c'est là-dessus que, par exemple, les initiatives comme de Business Mauritius avec le label Signature, justement, comme c'est le label local pour les industriels, reflètent bien cette compréhension des enjeux et la pertinence des initiatives du secteur privé aujourd'hui pour pouvoir se redonner une espèce d'élan pour davantage de durabilité dans leur métier. Alors voilà, donc restructurer les filières et repenser l'offre au niveau des entreprises et des secteurs industriels. Alors, mais dans cette démarche-là, effectivement, comme le mentionnait Grégory, le secteur privé sent que de toute façon, il ne peut plus attendre grand-chose, en tout cas à court terme de l'État, et ils prennent effectivement de nombreuses initiatives, aussi bien à l'échelle de Business Mauritius, hein, qui est l'espèce de MEDEF local, si on peut dire ça comme ça, donc aussi bien ou aussi à leur niveau individuellement. Donc, on voit beaucoup d'entreprises par elles-mêmes prendre des initiatives pour pouvoir essayer de développer des solutions en mode économie circulaire ou autre d'ailleurs, parfois à l'échelle des conglomérats eux-mêmes. Donc, des entreprises à l'intérieur des conglomérats essaient de construire des logiques d'économie circulaire entre une entreprise agricole et une entreprise industrielle pour pouvoir se recycler, se refiler des déchets de l'un à l'autre, par exemple. Mais par exemple, sur la question des PET, on a mentionné avec Laurent, on peut retrouver des situations qui sont presque concurrentielles parce que chacun veut essayer en logique d'économie circulaire, se battre sur le marché du déchet, justement, parce qu'on s'est dit, bon, ben, vu que le gouvernement ne met pas en place aucune politique nationale sur les structurations de filières, on va créer des filières par nous-mêmes en mode ad hoc, en mode volontaire. Mais du coup, il peut y avoir plusieurs tentatives de création de filières parallèles qui vont se concurrencer sur les mêmes marchés du déchet, par exemple. Alors ça, c'est un petit peu les limites auxquelles on est confronté en ce moment à Maurice.
Alors, pour terminer, effectivement, on voit aujourd'hui à Maurice plus techniquement que sur trois secteurs typiques. L'agriculture, par exemple, dont toute l'économie repose sur l'association du sucre et de l'énergie. Aujourd'hui, tout le secteur agricole à Maurice, c'est quand même avant tout la logique économique est quand même surtout construite autour de l'association sucre-énergie, autour de la canne, qui sert aux deux. Grégory l'a mentionné, c'est quand même une économie qui a besoin de tenir encore longtemps parce que 16% de l'énergie mauricienne repose dessus. Mais en même temps, économiquement, elle a du mal à bien démontrer toute sa pertinence. Alors là, il y a tout un enjeu, toute une réflexion de repenser la stratégie des différentes entreprises qui sont impliquées aujourd'hui dans le secteur agricole, ont envie, se mettent en route pour repenser leur stratégie et commencent à intégrer des questions de durabilité, mais aussi de diversification et de diversification de leur offre, non pas seulement sur le marché export, mais aussi sur le marché local. Ça, c'est très nouveau parce que pendant longtemps, le secteur cannier ne se concentrait que sur du sucre à l'export, par exemple. Donc repenser l'agriculture mauricienne pour le marché local et pour le marché export, sans le limiter uniquement de la canne, par exemple, voilà un sujet qui est en route de manière très prégnante, très présente aujourd'hui à Maurice. Mais on tâtonne encore dessus. Il y a encore tout à penser, tout à développer. Et il y a des tas d'opportunités possibles, que ce soit sur une diversification, en matière de diversification, par exemple, ou en matière de techniques agriculturelles. Donc, pareil, sur le secteur de la construction, il y a encore beaucoup à faire pour repenser la construction. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un développement urbain, d'un urbanisme absolument pas planifié du point de vue de l'État à nouveau, et encore d'un besoin du côté du secteur privé à être proactif dans le secteur de l'urbanisme pour pouvoir repenser la manière de développer, de construire, pour pouvoir compenser ce défaut et ce manque de clarté en matière de politique nationale, et pour pouvoir réussir à arriver avec des solutions plutôt écologiques pour cesser justement cet urbanisme galopant qui démolit un petit peu, qui dégrade la qualité de la destination Maurice et dont on sent un peu les séquelles, les conséquences au niveau de l'hôtellerie. Et enfin, pour terminer, sur l'hôtellerie aussi, pareil, on voit beaucoup au niveau des entreprises de l'hôtellerie, beaucoup de réflexions en ce moment pour essayer de repenser l'offre touristique et ne plus se positionner uniquement sur des resorts de plage capables de recevoir des touristes par 500 ou 600 par hôtel ou par 1000 touristes par hôtel avec des grands buffets, etc. Mais essayer d'introduire dans l'offre hôtelière des expériences plus concrètes, plus authentiques, plus mauriciennes en tout cas, et davantage connectées avec l'arrière-pays ou avec le patrimoine culturel mauricien. Donc tout ça est en train d'être en effervescence et est en train de se repenser, et on part de zéro, il y a encore tout à faire dans ces domaines-là. Et donc, voilà un petit peu vers quoi vont aujourd'hui les entreprises. Donc, évidemment que pour pouvoir démontrer la crédibilité, que ce soit en hôtellerie ou en agriculture ou en construction ou dans le textile d'ailleurs, il reste un peu un reliquat de l'industrie textile à Maurice. Donc, ils essaient évidemment de green, de rendre plus vert, plus propre en tout cas leur process avec des questions d'eau, énergie, déchets tout le long. Mais ils essaient aussi de repenser la pertinence même de leur offre. Et c'est là-dessus, c'est sur cette façon de repenser les métiers et l'offre des industries mauriciennes, aussi bien sur le marché intérieur qu'au marché extérieur, qu'aujourd'hui se présentent les enjeux du développement durable à Maurice. Donc voilà un petit peu comment je pourrais terminer tout ça. Merci. Bonne conclusion. Est-ce que vous avez des questions, chers participants? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On parlera comme ça en direct. En attendant que les questions, on a répondu à quelques-unes. Je voulais juste ajouter que on a développé une démarche, alors on parle des industriels, autour de la bioéconomie dans nos territoires, notamment avec la Réunion Caille-Tropique. Et l'objectif, c'est justement de travailler sur des sujets communs, notamment l'éco-conception en milieu industriel ou l'utilisation de produits du terroir, comme je parlais de l'aloe vera, on peut parler aussi des fibres de notre coco, etc., pour être intégrés dans les process de fabrication à la fois cosmétiques, comestibles,
ou de solutions industrielles. Et ce qui est intéressant pour vous aussi de savoir, c'est que aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs publics, parce que la région Réunion, l'AFD, l'ambassade de France et l'IFM, on a une équipe France, on a surtout aussi une délégation de l'Union européenne, et donc on agit maintenant en tant que Team Europe. Donc nous, partenaires de Maurice, nous sommes présents sur le territoire de façon structurée, avec une compréhension globale de la situation, à la fois politique, économique, sociale, et les points de blocage qu'on peut avoir. Et c'est vrai que Laurent en a parlé, et Dieu sait qu'on a beaucoup travaillé sur le dossier. Il y a effectivement des lobbies, il y a des blocages. C'est parfois très compliqué. Moi, je pense notamment à la société Corail Hélicoptère qui a pris 5 ans pour atterrir à Maurice, mais 5 ans pour venir à Maurice, mais qui, avant la crise Covid, a littéralement explosé parce qu'ils n'avaient pas de service héliporté. Donc, il y a des belles success stories. Il faut s'accrocher, il faut être un peu persévérant. Il faut surtout connaître les bons réseaux, s'appuyer sur des bons cabinets d'avocats, ne pas hésiter à nous voir, nous, équipe France, Team Europe, et parce qu'on est là surtout pour un co-développement. On est vraiment là dans un modèle de partenariat avec Maurice. Quand on structure leur filière d'économie circulaire, c'est à la fois bien sûr pour le territoire mauricien, mais aussi pour que nous, en tant que partenaires, on ait nos entreprises et plus de coopération économique. Donc voilà. Un bon rajout. Merci Grégory. S'il n'y a pas de questions, on a dépassé l'heure. Et je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à nos intervenants, Thierry Le Breton, Laurent Lemaître, Grégory Martin, d'être là aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite à bientôt et une bonne fin de journée. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.